La pâtisserie, ça m'a sauvé la vie. J'ai été chef très jeune. À 21 ans, j'avais une équipe de 10 personnes. Et donc, ça lui a redonné goût à la vie. Ça l'a sorti de la dépression parce que ça faisait partie des choses positives dans sa journée. Ça y est, je pense que je peux arrêter tout ce que je fais. Je peux mourir en paix là. Aujourd'hui, je reçois Effenur, pâtissier entrepreneur ayant reçu plusieurs prix. Il va nous raconter comment il a reçu des prix pour certaines pâtisseries, comment ouvrir 2 établissements à seulement 25 ans. Effet, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Je suis très content de te recevoir. On va parler de Pareil. pâtisserie, donc c'est trop cool. Merci pour ton accueil. Je t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes ? On demande à tous nos invités. Je m'appelle Effenur, j'ai 28 ans aujourd'hui. J'ai les 2 boulangeries Run donc dans la région nantaise. On a ouvert ça il y a 4 ans et demi. Je suis associé avec ma sœur. Au début de l'histoire, on n'était que 4. Aujourd'hui, on est 35 au total, donc avec toutes les équipes. Et donc voilà. Ouais, super, trop cool. Belle aventure déjà en à peine 4 ans. On commence toujours nos podcasts par un petit jeu, questions courtes, réponses courtes. Allez, Est-ce que tu es plutôt tradition ou innovation ? innovation. Est-ce que tu es plutôt sucré ou salé ? C'est dur. Sucré quand même. Ouais, pour un pâtissier. Est-ce que tu es plutôt pâtisserie française ou inspiration internationale ? En française. Est-ce que tu es plutôt travail en solo ou en équipe ? En équipe. Et matinée en laboratoire ou après-midi en boutique ? Les 2, Ok. j'ai le droit. Ouais, t'as le droit. Allez, super. Mais on voit un peu plus ton univers comme ça. J'aimerais qu'on commence par, comme tous nos podcasts, j'aime bien commencer comme ça, par ton enfance. T'étais qui, enfant ? Où est-ce que tu as grandi ? D'où viens-tu ? J'ai grandi dans le quartier d'Eder-Vallières, donc à Nantes. D'où je viens, donc c'est de là d'où je viens. En fait, j'ai grandi donc au Derv. J'ai eu un parcours assez traditionnel d'un jeune mec de quartier. Et après, j'ai fait pas mal de bêtises. Donc, je me suis fait attraper. Mon père m'avait bien grondé. J'étais puni de sortie. Ok. Et donc, déjà malin, je me disais comment il faut que j'esquive le système. Parce que là, je suis complètement puni de sortie. Et le parcours scolaire de ma sœur m'avait pas aidé. Ma sœur qui est associée avec Ouais. moi. Parce qu'elle était très compétente à l'école. Et du coup, mes parents voulaient aussi que j'étudie. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à faire un apprentissage, donc en boulangerie. Ils m'ont refusé au début. À 6 mois, j'ai réussi à convaincre ma mère, qui a réussi à convaincre mon père. Et donc j'ai commencé mon apprentissage en boulangerie de cette façon-là. Et ensuite, j'ai rencontré la pâtisserie. Je parle d'une rencontre avec la pâtisserie, parce que pour moi, ça a tout changé. Dès que j'ai commencé à faire des gâteaux et qu'on m'a remercié, et parce qu'en fait, quand tu fais un gâteau, on te remercie et on complimente. Et du coup, tu as cette reconnaissance-là. T'as Et une pour relation avec la clientèle ? pas du tout. Mais Ah, même ok. quand j'en ramenais à la maison, tu vois, une baguette, tout le monde l'aime. Mais personne sait dire qu'elle est bonne et tout. On mange la baguette, elle est bonne et c'est fini. Un gâteau, on va dire, j'ose même pas le toucher, j'ose pas le manger, etc. Et du coup, c'est pour ça que je parle souvent d'une rencontre avec la pâtisserie, parce que moi, ça a complètement changé ma vie. J'ai eu la reconnaissance que je pense que j'avais besoin. Et surtout, il y avait un côté qui m'animait et qui me passionnait énormément. Donc c'est pour ça que je dis souvent que j'ai pas l'histoire traditionnelle d'un pâtissier qui est passionné depuis ses 5 ans. Ouais. Moi, c'est la vie qui m'a amené à être passionné. Et après, je me suis promis que quoi que je fasse, je le ferai de la meilleure façon que je puisse le faire. Ok, super. Et donc, donc t'étais pas très scolaire, c'est pas quelque chose qui te motivait Non, du l'école. T'as fait quelques conneries avec des copains, je présume, Ouais. au Dervalière. Et à quel âge tu découvres donc que tu commences cet apprentissage là, pour la boulangerie et après tu découvres la pâtisserie ? J'ai commencé donc à mes 15 ans. Ok. Et j'ai adoré la boulangerie du coup, mais j'ai suradoré la pâtisserie à mes 17 ans. Ok. Et tu penses que t'as un peu sauvé ou Complètement. sinon tu t'en serais pas où t'en es Complètement, aujourd'hui ? ouais. Ouais, Ok. complètement. Y a même pas débat sur ça. La pâtisserie, ça m'a sauvé la vie. Moi, je parle souvent d'une éducation de la vie, en fait. Parce que c'est dur de se réveiller tôt le matin. C'est dur d'être bon dans ce métier-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments techniques à apprendre. Et c'est dur de faire sa place aussi dans un laboratoire, parce qu'il y a une mentalité des fois qui est très ancestrale, traditionnelle, un peu comme on a l'habitude, tu vois, dans les cuisines. Et en fait, ça t'éduque à la difficulté sur beaucoup d'axes, sur le fait de se lever tôt, parce que tu te réveilles à 2, 3 heures du matin. Ouais. Les boulangers, quand tu fais de la boulangerie, des fois c'est pire, tu te réveilles à minuit, 1 heure. Donc c'est vraiment très difficile.
Et c'est tout autant difficile de travailler le week-end quand tes amis très jeunes ne travaillent plus le week-end. Hmm. Surtout Donc, quand tu as 15-16 ans ou même 18 ans, c'est les moments où tes amis ils sortent. ouais, On a reçu dans le milieu sportif aussi, ils disaient ça, qu'il y avait une rigueur à avoir. Et quand tes amis ils disent bien, on va boire un verre et tout ça, et toi tu dis bah non, je dois travailler, ouais, c'est compliqué. ouais. Et quand tu as commencé ton apprentissage, tu as quelqu'un qui t'a donné, qui t'a appris tout ça, auquel tu penses, un maître d'apprentissage peut-être ou... Bah, j'ai eu des excellents maîtres d'apprentissage, plus ou moins humains, dans tout mon parcours scolaire. Et ouais, franchement, j'ai eu de la chance quand même. Moi, Ok. je parle souvent que j'ai eu de la chance d'avoir des excellentes personnes qui ont pu m'apprendre très bien les valeurs de ce métier. Et donc avant d'ouvrir tes boulangeries-pâtisseries, tu as travaillé dans d'autres établissements? Ah oui, oui, bien sûr. Bah, Ouais. Mais sur Nantes? ouais, 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 je suis toujours resté sur Nantes. Ok, d'accord. Et Donc, c'est là où tu fais tes armes, tu découvres, tu exactement. apprends et qu'après, à un bout d'un moment, tu décides d'ouvrir ta propre pâtisserie. C'est Et ça. à ce moment-là, tu as quel âge? Tu as 25 ans? 24. 24? 24, Ok. ouais. Et donc tu ouvres ta première boulangerie-pâtisserie qui s'appelle Run. C'est ça. Ok. Et tu l'ouvres où cette boulangerie? Donc, rue Saint-Jacques, Ok. à Nantes. Quartier Pierre-Mille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Et te lancer si jeune là dans l'entrepreneuriat, ça te fait pas peur à ce moment-là, à 24 ans? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait tous mes diplômes. Donc, moi, j'ai eu un CAP, un bac pro, une mention complémentaire et un BTM en pâtisserie. Et après ça, donc j'ai été chef très jeune. À 21 ans, j'avais une équipe de 10 personnes. Ok. Et donc, je m'occupais de beaucoup de choses. Tu vois, j'avais mis en place des logiciels, les coûts de revient, les recettes. Nanana. J'étais très, très investi. Et j'ai vraiment adoré mon rôle de responsable. Et ensuite, bah, j'ai eu besoin de quitter l'entreprise parce que bon, on avait, j'avais besoin de voir autre Mhm. chose, j'avais besoin d'aller ailleurs. Donc, je suis parti en Australie. Et en Australie, il y a un moment où je me suis senti quasiment en dépression. D'accord. Je me suis dit, mais c'est bizarre, en fait, j'arrive à me connecter à rien. Et j'ai l'impression que je me cache derrière le fait que la seule chose que j'ai envie, c'est de créer mon univers. Parce qu'il n'y a aucune entreprise que j'ai pu faire qui correspondait à 100% à mes valeurs, où j'avais le sentiment qu'on donnait vraiment sa chance aux jeunes, où il y avait ce dynamisme-là et ce côté-là très humain aussi que moi je prône dans mon entreprise. Et donc en Australie, j'ai le déclic et je me dis, mais non, je vais rentrer et je vais aller chez moi, je vais aller en France et je vais ouvrir ma pâtisserie puisque c'est là-bas où le niveau il est le plus élevé et il faut que j'ouvre en France, tu vois. Dans les pays où tu as voyagé, l'Australie ou d'autres, c'est là où on a le meilleur niveau en pâtisserie en France? Pour moi, ouais, Ouais. très clairement. Ok, on a les Ouais. meilleurs pâtissiers du monde pour toi. Bah oui, oui, Ouais, de ok. loin, ouais. Euh, comment on fait pour ouvrir une première pâtisserie à 24 ans? Parce qu'il faut trouver un local, il faut peut-être emprunter des fonds, je sais pas, parce que tu n'as peut-être pas l'argent à ce moment-là pour... Bah carrément, de toute façon, tu mets en place le projet, ça prend du temps. Et j'ai fait avec les moyens du bord. C'est pour ça qu'on a ouvert aussi dans ce quartier-là. C'était le seul endroit qui correspondait à nos moyens. Ok, Et c'est pour ça que moi je dis le début de l'histoire, bah, c'est là-bas. Et du coup, la suite de l'histoire. En fait, c'est pour ça qu'il y a un contraste entre ma première boutique et la deuxième. hmm. Et la première, elle a cette valeur-là qui pour nous est... L'origine. bah, ouais, et qui est vraiment ultra symbolique aux yeux de tout le monde, tous ceux qui ont partagé l'histoire, tous nos clients, même ma sœur, moi, nos équipes, parce que c'est avec les moyens du bord. J'avais fait beaucoup de travaux moi-même alors que Hmm. j'y connaissais rien. Je touchais à tout alors que je savais rien faire. Enfin, j'ai des vidéos, des fois je publie sur Insta et on s'éclate puisque je savais vraiment rien faire. Je savais même pas je savais même pas qu'il fallait appeler l'électricien avant le plaquiste parce qu'il y a des câbles à passer. Ouais. Pour moi, ils viennent, ils se débrouillent, c'est les artisans, tu vois. Et en fait, non, il y a bien beaucoup de techniques Et aussi donc, quand t'as tu fais de la rénovation. J'appelais tout le monde, des fois ils me disent, mais effet, c'est pas comme ça qu'on fait les travaux, on s'arrangeait et tout. C'était vraiment hyper marrant. Moi, je touchais à tout, j'aidais tout le monde. Et la deuxième boutique, bah, finalement, c'est les moyens qu'on a acquéris et donc bah, qui est beaucoup plus travaillé, que ce soit sur le niveau esthétique, que ce soit sur les machines, etc. Et donc, ok, c'est la suite de l'histoire. ok, super. Tu as appelé ta pâtisserie Run. Il y a une histoire autour de ce nom ou Ouais. c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que du coup, on a vécu des difficultés donc dans le parcours, dans le cursus scolaire, dans notre vie avec ma sœur.
Et ce qu'on avait tout le temps l'habitude de se dire, c'est cours après tes rêves, un jour ils se fatigueront. Et donc c'est issu de ça, c'est Run Behind Your Dreams, One Day They'll Be Tired en anglais. Et Run, à la fois, c'est le verlan de notre nom de famille. Ouais. Donc Nur, Run, et voilà. Et donc ça passait bien et c'est super. Et le R à l'envers, c'est pour ça, c'est le clin d'œil entre Run, du coup, cours après tes rêves, le nom de famille, Run. À l'envers et tout. Ouais, c'est ça. Ok. On va parler un peu donc de tes établissements, même si on a déjà un peu commencé. Donc, tu montes cette première boulangerie dans le sud de Nantes, puis tu en ouvres une deuxième dans le centre de Nantes, à côté de 50 otages. Tous ces deux établissements ont combien de temps? La deuxième boulangerie, elle arrive à quelle époque? Pile poil 2 ans après. 2 ans après? Ouais, enfin 2 ans et une semaine, quoi. C'est vraiment... on voulait ouvrir quasiment à la même date anniversaire de la première boutique. Et je crois qu'on a réussi à ouvrir à 6 jours d'écart. Ok. Si mes souvenirs Et sont bons. pourquoi tu décides d'ouvrir une deuxième boulangerie à ce moment-là? La première, t'avais fait le tour et tu te dis, on peut aller plus loin, on peut avoir un deuxième établissement? Ouais, exactement. En fait, c'était la suite logique au bout de 2 ans d'ouvrir un deuxième établissement. Le challenge de pouvoir offrir aussi une qualité supérieure en ayant plus d'établissements. C'était vraiment cool. Plus d'espace aussi pour les productions. Et donc plus de confort de travail aussi. Ok. Tu travailles en famille, donc tu nous disais avec ta sœur qui s'appelle Julide, c'est exactement. ça? Comment vous organisez? Toi, tu es pâtissier, donc tu es plutôt dans l'organisation de tes établissements, mais aussi à faire de la pâtisserie. Est-ce que Julide a fait de la pâtisserie? Est-ce qu'elle a fait autre chose? Non, du tout. Elle s'occupe pas de la pâtisserie. En fait, nos tâches de travail, elles se sont un peu décidées sur le tas. Qui sont naturellement, elles, plus administratifs et plus dans la supervision, et moi plus dans l'opérationnel, mais ça bouge beaucoup, et elle peut aussi des fois partir dans l'opérationnel, pas en production, mais plus avec les équipes de vente et tout, où c'est aussi elle qui gère cette partie-là, et de temps en temps, moi j'ai un peu d'administratif, mais ça s'est fait un petit peu sur le tas. Ok. Et quand tu reviens d'Australie, c'est à ce moment-là où tu en parles à ta sœur, tu dis j'ai envie de monter quelque chose, est-ce que tu veux me suivre? En fait, c'était déjà logique qu'on ouvre ensemble. Ça allait être soit dans mon domaine, soit dans le sien, qui était le secteur du luxe et de la mode. Et moi, à ce moment-là, je rentre. Du coup, je lui dis, bah, je me lance dans le projet. Est-ce que tu rejoins? Par texto, hein. Elle me dit, bah non, faut que je finisse mes études, c'est dans 6 mois. Je dis, bah moi, je me lance et tu me rejoins. Et du coup, il y a le Covid, ça décale de 6 mois, donc elle a le temps de finir ses études, d'avoir son diplôme. Et on a le temps d'ouvrir ensemble, du coup, directement. Super. Donc, tu nous disais aujourd'hui que tu manages une équipe de 30 personnes. Environ 30-35. Ouais, 30-35, ça commence à faire beaucoup là. Ouais. Tu passes plus de temps à manager tes équipes qu'à faire de la pâtisserie, je présume. Ouais, carrément. Bah après, je pense qu'au bout d'un moment, ton métier, des fois, il évolue, il change. Aujourd'hui, je peux me retrouver dans l'opérationnel pendant quelques mois et très vite m'en détacher. Mais j'adore ça, j'adore l'humain. C'est quoi le plus dur pour toi? C'est de créer des nouvelles pâtisseries ou c'est de gérer des salariés? On entend souvent le discours sur les entrepreneurs parce que pour eux, les difficultés, c'est plus l'humain. Pour moi, c'est pas une difficulté parce que je pense que à partir du moment où un salarié répond à tes attentes et que toi, tu réponds aux siennes, bah, il y a une relation qui peut être très saine. Il faut avoir la maturité de ne pas prendre les choses personnellement des deux côtés. Et il faut avoir la maturité de pouvoir discuter et de savoir se dire, bah, finalement, là, ça me correspond pas, j'ai besoin de ça. Ok, bah, comment je peux répondre à tes attentes? Mais toi aussi, il faut que tu sois flexible, moi aussi, il faut que je sois flexible, etc. Et je pense que avec des discussions, en prenant les choses pas personnellement, tout est gérable pour moi. C'est quoi les typologies de salariés que tu peux avoir? Tu peux avoir des vendeurs en boutique, tu peux avoir des pâtissiers, je présume. Ouais. Tu peux avoir. C'est quoi toutes les typologies des salariés? Boulanger, pâtissier, Ok. quelqu'un au snacking, donc traiteur, tourrier, c'est la C'est- personne qui s'occupe de tout ce qui va être viennoiserie en Ok. général, donc laminoir avec le laminoir. Pâtissier forcément, et vendeur. Ok. Et du coup, bah, marketing aussi. Ouais. Et toi, donc, selon les rôles de chacun, parce que les vendeurs, ils sont là dès l'ouverture des magasins, je présume. Donc, Bien sûr. tu t'ouvres vers 8 heures peut-être ou... Non, 7 heures. 7 heures. Ouais. Ok. Et par contre, les pâtissiers, les boulangers, eux, ils commencent beaucoup plus tôt. Il commence beaucoup plus tôt, ouais. Ouais. Et donc,
toi, c'est pareil, tu as ce rythme-là de commencer tôt Bah, ça dépend en fait, comme je te disais, ça dépend des périodes dans l'année. Donc il y a des périodes dans l'année où je vais être énormément en production, d'autres moments où je vais être dans le suivi de la qualité. Et ça varie. En fait, je pense que quand tu es dans le début de l'entrepreneuriat, pour moi, on est encore dans le début, hein, on n'est qu'à 4 ans et demi, tu es aussi, moi, ce que j'appelle le bouche-trou de ton entreprise. C'est-à-dire que tu combles les trous de ton entreprise. Donc là, tu es là où il y a besoin, finalement, et tu es partout et nulle part à la fois. Mais ça, je crois que c'est le rôle du chef d'entreprise, même au bout Ouais. de 15 ans de boîte. Hein. Ouais. Tu dois régler les problèmes Mais- de ce que les gens ne peuvent pas régler. En fait, il y a un métier qui n'existe pas, mais c'est régler les problèmes. Oui. En fait, il y a des matinées où je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, non, j'ai pas pu avancer sur ma liste de travail que j'avais prévue parce que je gère juste des problèmes Qui arrivent au fur et à mesure. Ouais, et qui sont que des imprévus, en Ouais, fait. c'est ça. Ouais. Ok. Euh, donc, dans ton établissement, tu as 2 pâtisseries stars qui sont le Paris-Brest et le flan à la vanille, Ouais. c'est ça? Oui, exactement. Donc, ton flan à la vanille, il a été élu meilleur flan de Loire-Atlantique Oui. et le Paris-Brest est arrivé en top 3. C'est ça. Pourquoi ces 2 pâtisseries? Est-ce qu'il y a une histoire autour de ces pâtisseries Bah, Mais le flan, en fait, on a été, donc, un an ou 2 ans après l'ouverture, on avait été sollicité par la Fédération des boulangers qui nous avait proposé de participer au concours. Et c'était 2 semaines après, ou 3 semaines, je ne me rappelle plus exactement. Et on a dit OK, mais on n'a jamais travaillé la recette en fait. C'était la même recette qu'on avait en boutique, qu'on a amenée au concours. Et on a eu la médaille. Donc on était ultra contents. Et c'est comme ça en fait qu'il a gagné le concours, le Ouais. flan. C'est par hasard en fait. Et tu t'y attendais vraiment pas? Bah, Tu d'une pou- certaine façon, c'est la finalité de tout le travail que Mhm. tu avais. Et d'une autre façon, c'est une récompense ultra généreuse parce que tu es récompensé pour tout le travail que tu as accompli. C'est génial. Mais on s'y attendait pas 3 semaines avant parce qu'on n'était même pas au courant qu'on allait participer. Ouais, c'est clair. Donc, ouais. Et donc, c'est eux qui viennent te chercher, qui te proposent ça. Tu dis, Ouais. ok, pourquoi pas tenter l'aventure, de toute façon, on n'a rien à perdre. Bah oui, oui, carrément. Euh, C'est ça, c'est vous prenez vos produits, vous nous les amenez et on va les juger. Ok, on ramène les produits, vous êtes le top 1 de Nantes. Super. Incroyable. Enfin, Et- Loire-Atlantique. Ouais, Incroyable. Loire-Atlantique, non, c'est incroyable. Mm. Et après, le Paris-Brest, donc tu avais amené plusieurs pâtisseries. C'est ça. Et donc, tu avais aussi le Paris-Brest, et lui, il C'est fait ça. top 3. Exactement, ouais. Ok. Et tu le sais peut-être pas, mais je suis venu dans une de tes boulangeries à 50 otages, et puis pour manger un midi, et puis Ok. j'ai pris un Paris-Brest parce que moi, c'est mon dessert préféré, et c'est vrai qu'il est excellent, j'ai adoré. Comment on mange un Paris-Brest? Parce que moi, je m'en mets toujours partout. Il faut le couper. Ok. Le secret, c'est d'enlever, du coup, ce que le commun des mortels appelle le chapeau. Ouais. Faut pas dire ça à un pâtissier normalement. Tu enlèves le chapeau, tu coupes ton Paris-Brest, tu coupes le chapeau séparément et tu le remets dessus et là, tu Ok. le manges. Et là, tu le manges avec une cuillère. Exactement. Mais alors, faut dire à tes équipes de mettre un couteau parce que moi, j'avais qu'une cuillère et donc c'est pas facile. Ouais, je vais passer le message alors. Non, pas de souci, t'inquiète. C'est quoi, si tu peux le dire, ta recette de ton Paris-Brest? Est-ce que c'est secret ou pas? Ou qu'est-ce que tu mets dans un Paris-Brest? Non, moi je pars du principe où aucune de mes recettes elle est secrète. Pour moi, c'est le partage et pour moi, c'est très très important parce que là, tu tapes sur un sujet qui est très sensible pour moi. Pour moi, le partage, il est ultra important. Mes recettes, elles ont déjà été publiées sur TikTok. Ok. Donc, elles sont disponibles sur TikTok. Donc sur ton TikTok? Ouais. Ok, bon, on mettra dans... Mais dans- les vraies recettes, hein, c'est Ouais. les originales, c'est celles du labo à 100%, que ce soit le flan, le Paris-Brest, moi je partage tout. Pourquoi? Parce que c'est ultra important de partager ces recettes, tout simplement parce que demain, il y aura une nouvelle génération de pâtissiers. Cette génération de pâtissiers-là, ils doivent prendre nos recettes à nous et les retravailler pour qu'elles soient encore meilleures. Et c'est comme ça que nous on a fait et c'est comme ça qu'eux ils doivent faire. Et si tu partages pas ta recette, ben en fait eux ils doivent recommencer de zéro. Hmm. Tu vois, tu parlais des podcasts. Si quelqu'un t'avait montré comment faire les podcasts, t'aurais pas perdu des semaines et des semaines Ouais. à chercher les meilleurs outils. On doit se partager les infos, c'est comme ça qu'on fera évoluer le monde de la pâtisserie et pour moi c'est hyper important. Il y avait une super histoire comme ça que j'ai racontée aussi sur TikTok, mais j'ai un trou de mémoire, mais il me semble que c'était soit le millefeuille Hmm. ou une autre pâtisserie où il y a quelqu'un qui partageait jamais en fait la recette. Ok. Et du coup en fait ça a mis tellement longtemps avant d'être partagé parce qu'en fait à l'époque les artisans ne partageaient pas leurs recettes et du coup tu devais refaire le travail à zéro. C'est-à-dire que toi bah tu fais ta recette, enfin toi tu viens chez moi, on fait un millefeuille ensemble, mais tu n'as jamais eu la recette donc tu vas essayer de ton côté.
moi je vais mourir, toi, vais recommencer tu vas à zéro. tellement avoir travaillé pendant 3, 4, 5 ans sur cette recette-là, donc tu vas pas vouloir la partager. Donc le mec qui a bossé chez toi, il va vouloir refaire et au final c'est un cycle sans fin. Alors que si tu partages ta recette, le mec il va avoir une meilleure idée que la tienne, il va la faire innover, il va créer un nouveau dessert et ça va être extraordinaire, ça va faire évoluer le monde de la pâtisserie. Si on est dans un monde de partage, on est dans un monde évolutif. On mettra tous tes réseaux sociaux, de toute façon Instagram, TikTok, dans la Ouais, description de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, comme ça les gens ils pourront retrouver tes recettes et tout ça. Par contre, tu as esquivé la question, on sait toujours pas ce qu'il y a dans ton Paris-Brest. Mon Paris-Brest, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai esquivé la question pour le rediriger vers la vraie recette. En fait, on a de la pâte à choux. Ouais. Donc je peux t'expliquer, en gros, nous on a fait le choix d'avoir une mousse, donc très allégée, donc très aérienne, et un croustillant très fort. Praliné. Comme ça, on a un contraste. Exactement, Ouais. un croustillant praliné, chocolat au lait, avec de la feuilletine. Donc la feuilletine, c'est des crêpes séchées et brisées. Et donc, tu as un contraste entre le croustillant et le mousseux. Enfin, mousseux crémeux plutôt. Ok, très bien, mais merci. J'irai voir exactement la Ah recette bah oui, il faut là. sur TikTok. En plus, elle est super bien expliquée, je Super. poche et tout, incroyable. En parlant de concours, en 2022, vous participez à la meilleure boulangerie de France sur M6. Oui. Comment vous participez à ce concours-là? Est-ce que c'est vous qui faites la démarche ou est-ce qu'encore une fois, on vient vous chercher et on vous dit ça vous tente? Non, c'est pas nous qui avons fait la démarche. On reçoit un appel, on nous propose de participer à la meilleure boulangerie de France. Et là, je suis surpris, je dis bah oui. Je sais pas comment ça va se passer, mais moi, mon éternel enthousiasme à tout faire m'a amené du coup à forcément dire oui. Et de fil en aiguille, on se retrouve à parler avec la production d'M6. On reçoit Norbert? Norbert et Bruno. Oui. On reçoit Norbert et Bruno. Incroyable échange avec eux et tout. Du coup, on attend aussi, nous, la suite pour voir l'épisode et tout. Donc, c'était trop cool. Est-ce qu'avant le tournage, il y a beaucoup d'échanges avec M6? Est-ce qu'il y a beaucoup de programmation de ce qu'ils vous demandent de préparer des choses? Ouais, ils demandent de préparer pas mal de choses. Donc, on est bien accompagné quand même. Avant, c'est assez agréable. Et il y a beaucoup de choses à préparer. Parce que quand Bruno et Norbert se déplacent, il faut pouvoir les accueillir. Il faut de l'espace pour les accueillir. Parce qu'il y a une dizaine de caméramans. Ouais, ils viennent avec une équipe énorme. Ah ouais, c'est un truc de dingue. On était serrés, mais ils nous ont dit... Enfin, notre labo, il était petit. Et c'était très étroit. Mais ça s'est quand même très, très bien passé. Mais il faut aussi envisager de fermer la boutique. Parce qu'on ne peut pas accueillir un flux clientèle et 10 caméramans en boutique. Impossible. Donc ouais, il faut se préparer aussi. Et ça dure combien de temps le tournage là? Vous tournez pendant longtemps? Une journée? 2 jours? Au total, ça prend une dizaine d'heures, je crois, le premier jour, si mes souvenirs sont bons. Et le lendemain, il y avait 2-3 heures. Ok, et c'est épuisant parce que de tourner autant de temps. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vous demandent à ce moment-là quand vous tournez? Parce qu'ils tournent une dizaine d'heures, mais à la fin, ils récupèrent que des rushs, des passages. Mais ils te demandent de faire des pâtisseries ou... Ils demandent... Ouais, bah en fait, tu as tout le programme de concours. En fait, tu dois proposer un produit. Eux, ils en dégustent 4 au total. Il y a aussi la création que tu fais ce jour-là pour l'émission. Et donc, ils goûtent à tout. Et puis, à la fin, donc, ils notent aussi la boutique. Donc, l'accueil qu'ils ont en boutique avec nos équipes de vente. Et ils prennent un produit au hasard. Et d'ailleurs, Norbert avait fait un excellent retour sur une tarte citron. Super, cool. Et Norbert, c'est quelqu'un de médiatisé maintenant grâce à Top Chef, hein, c'est ça qu'il avait fait? Norbert, il a fait plusieurs émissions. De toute façon, il a fait plein d'émissions. Ouais. Et c'est quoi la finalité de ce concours? Qu'est-ce que ça vous a apporté et comment tu l'as ressenti, toi? Moi, je ressens plus que ça fidélise notre clientèle aujourd'hui parce qu'ils partagent encore plus notre combat, cours après tes rêves, un furiste fatigant, que ça nous amène un nouveau flux clientèle. Ok. J'ai plus ce ressenti-là. Et pour toi, quel est le modèle de réussite idéal? C'est une excellente question. Le modèle de réussite idéal, pour moi, il y en a pas. Pour moi, et c'est ce que je pense, tout le monde vit des difficultés qui sont différentes dans la vie. C'est-à-dire que c'est ton interprétation qui va jouer. Tu peux venir, pour moi, de quartier, tu peux venir de banlieue parisienne ultra riche, ultra développée. La difficulté de l'entrepreneuriat, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne la sauras pas et tu ne la verras pas. Et tu peux venir de n'importe quel milieu, tu peux faire et tu peux atteindre tes objectifs à condition d'avoir la capacité de résilience et d'aller vers ce modèle-là. Est-ce que
Est-ce que c'est plus difficile quand tu viens d'un milieu défavorisé ou est-ce que tu as les mêmes chances que tout le monde quand tu entreprends? C'est une très bonne question. Pour moi, bah, forcément, si ton père, c'est Elon Musk qui te dit, bah, tiens, t'as 1 million d'euros et t'ouvres 4 pâtisseries, c'est C'est plus plus simple. simple. Oui, pour ouvrir. Est-ce que c'est plus simple pour gérer les problèmes quotidiens? Pas forcément. C'est la capacité de résilience au fil du temps qui t'apprend à gérer les problèmes, qui t'apprend ton interprétation émotionnelle que tu peux avoir face aux difficultés quotidiennes. Mais pour moi, c'est tout autant difficile que tu viennes d'un quartier, que tu viennes d'un milieu défavorisé ou autre d'atteindre tes objectifs. Parce que tu peux très bien t'appeler Zoé, avoir ta maman qui est alcoolique et habiter en campagne. C'est tout autant difficile que si tu t'appelles Karim et que tu habites dans le quartier. Enfin, en fait, il y a pas. Faut aussi accepter que c'est aussi difficile dans d'autres contextes et que tout le monde doit avoir cette capacité de résilience-là Ouais, pour aller de l'avant. c'est peut-être même une force de quand t'as pas 1 million d'euros sur tes comptes en banque, tu sais qu'il faut que tu y ailles et il faut que tu gagnes ta vie, alors que si tu as 1 million d'euros, tu Ouais. peux ne pas avoir cette force de Ouais. résilience. Il y avait un entrepreneur américain qui avait dit un truc, j'ai adoré ce qu'il a dit. Il a dit, en fait, et les gens parlent toujours de déléguer et de travailler intelligemment. Il dit, mais au début, tu peux pas déléguer parce que tu n'as pas d'argent. La seule chose que tu peux offrir à ton entreprise, c'est ton temps. Mm. Et ça, c'est une vérité. C'est qu'en fait, quand tu n'as pas d'argent, tu offres ton temps à ton entreprise et c'est ça qui lui permettra de pouvoir évoluer. Et c'est exactement la même chose, en fait. Cette règle-là, dans l'entrepreneuriat, elle est applicable que tu t'appelles Trump, Elon Nicolas. Musk ou X, Y, Z. Bah, en fait, c'est la même règle. C'est qu'en fait, tu peux offrir que ton temps à ton entreprise quand tu n'as pas d'argent. Et puis, quand tu veux déléguer, enfin, je le sais, il faut que toi-même, tu aies déjà fait cette tâche pour savoir ce que tu dois déléguer. Faut que tu saches par quoi passer, combien de temps ça prend, pour dire, ben, maintenant, c'est à toi de le faire et voilà comment tu vas le faire. Oui, carrément. À part si tu tombes sur quelqu'un de confiance. Oui, voilà. Si tu as Mais quelqu'un d'extra confiance et que tu lui délègues, bah, il a pour objectif de très bien faire ses tâches de travail et accomplir ses responsabilités. Mais oui, c'est vrai que bah, c'est l'éternelle du coup, finalement, question. Cette question-là, elle est très bien. C'est que tu peux déléguer à quelqu'un de confiance si tu connais pas ce métier-là, oui, mais c'est quand même mieux de le connaître parce que tu sais comment faire et comment avoir les tips pour pouvoir gagner du temps, optimiser ton temps, hmm, etc. ok. Mais de toute façon, toi, avec tout ce que tu as entrepris, tu as été obligé de déléguer à un bout d'un moment parce que Ah mais bien sûr, mais j'ai de la chance d'avoir des équipes qui sont pour moi extraordinaires. Ils font des super choses et oui, oui. C'était dur le recrutement de tes premiers salariés. Tu peux nous parler un peu de cette partie-là? Parce que moi, je sais que j'ai recruté aussi différentes personnes et j'ai trouvé ça extrêmement dur de trouver des personnes de confiance qui vont vouloir suivre la même mission que Oui. toi. C'est à la fois extrêmement dur et extrêmement simple, dans le sens où tu as des profils qui ont rien à faire dans ton entreprise parce qu'ils ne te correspondent pas. Et tu as de la chance d'avoir des profils qui sont extraordinaires et qui matchent, mais plus que bien, en fait, comme les 5 doigts de la main pour faire avancer et évoluer ton entreprise, parce qu'ils défendent encore aussi très bien la cause de ton entreprise. Tu vois, ils ont cette identité de la marque, la faire Hmm. évoluer, la faire avancer. Ouais, Et ça, c'est génial, je trouve, parce que tu as cette chance-là. Et nous, oui, on est très, très vigilants, puisqu'on veut que nos équipes soient très soudées les unes aux autres. Et c'est très important pour moi qu'il y ait toujours cet esprit-là convivial, un peu famille. En fait, on travaille tous pour la même entreprise qui est Run aujourd'hui. Moi aussi, bien je sûr. travaille pour Run Ouais, bien d'une sûr. certaine façon. Et T'as c'est l'esprit d'équipe. t'as déjà eu des erreurs de recrutement dans ta vie ou alors ça s'est régulièrement Oui, il bien y a passé? toujours eu des erreurs de recrutement, forcément, comme tout le monde. Mais moi, je suis quelqu'un qui est toujours dans l'idée de solutionner les différends, puisque, enfin, en fait, c'est le plus important, c'est de solutionner ça de façon intelligente. Il y a, il y a quelques mois, j'ai trouvé ça sur Internet. Tu vas me dire si c'est vrai. Donc, c'était le 14 septembre 2024. Tu reçois un courrier particulier. Il y Ah, a incroyable. une patiente de Ouais. l'hôpital psychiatrique Saint-Jacques, qui est donc à côté de ton premier établissement, qui a exprimé sa gratitude envers la maison Run. Dans cette lettre, elle se confiait qu'elle dégustait le fameux cookie aux myrtilles et qui savait transformer son quotidien. Dans ce message, elle avait marqué: ce petit plaisir gustatif m'a redonné goût à la vie.
moi, je suis dans ma voiture. Il faut pas se servir du téléphone en voiture. Ouais. Je suis dans ma voiture, mon équipe m'envoie une lettre et je lis la lettre et je suis choqué. Je lis le truc, je dis mais en fait j'y crois pas. Je me dis mais c'est incroyable et je dis vous avez la personne parce que je veux tout de suite la remercier Tu vas aller la voir. et la récompenser ouais et lui donner plein de cookies merci. Et ils me disent non elle est venue de façon anonyme déposer ça. Et Julie Day, elle découvre la lettre, elle m'envoie un message, elle aussi, elle y croit pas. Enfin, on se dit, mais c'est dingue ce qui se passe. On a sauvé, enfin, est-ce qu'on est vraiment des sauveurs? On se dit, mais on n'est pas des pompiers, Ouais, on est pâtissiers. On a deux pâtisseries, on ne fait pas autre chose. Et là, on met ça sur les réseaux. On a France Bleu, Loire-Océan, enfin, on a plein de contacts de radio. Ensuite, M6 qui nous appelle. Il y a BFM TV aussi qui m'appelle le matin. Le matin, je réponds au téléphone. Enfin, nous, on est toujours dans la recherche. Hein. Donc, on Bien publie sûr. sur Instagram. Il y en a d'autres qui relayent l'info. Les radios relayent l'info. Donc, on est vraiment à la recherche de la personne. Et, euh, et le lendemain matin ou 2 jours après, il y a un des gars en vente qui me dit ouais, on a un coup de fil, c'est pour toi. Je réponds oui, bonjour, on voudrait passer cet après-midi pour faire un interview. Je disais oui à tout parce que je veux absolument retrouver la personne. BFM TV qui débarque à la boutique. Et j'avais pas capté, moi, qui s'était présenté en mode BFM TV. Je dis, incroyable. BFM TV, 2 heures après, je reçois un autre appel. M6 pour reprogrammer pour le lendemain. Je dis, mais cette histoire, c'est sûr qu'on va retrouver la personne. Le jour où j'ai rendez-vous avec M6 à 16 heures, j'ai prévu d'arriver à la boutique 15h45. J'étais à l'autre, donc le temps que je me déplace. 15h30, ma soeur m'appelle. La personne est là. Je dis, le truc de dingue. Donc c'est-à-dire qu'elle est là, il y a M6 qui débarque, on n'a plus forcément besoin, on va se retrouver tous les trois en même temps à la boutique. Et c'est pour ça que le tournage avec M6, il est 100% authentique. C'est du pur hasard en fait. L'interview d'M6 a prévu de faire ça seule avec moi. Je dis bah j'ai une nouvelle extraordinaire, la personne est là. Et elle voulait pas être filmée, mais elle a accepté Témoigner. de pouvoir témoigner visage anonyme. On s'est rencontrés, je lui ai offert la recette du cookie. Donc pareil, l'authentique. Donc je lui ai donné la recette et puis on a eu un échange. On s'est pris dans les bras. Enfin moi C'était qui cette ça personne? m'a C'était quelqu'un, bouleversé. c'était une patiente de l'hôpital ou c'était quelqu'un qui travaillait à l'hôpital? Enfin, Non non, c'était une patiente de l'hôpital qui avait tendance à avoir une nature très 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 stressée pour tout ok. et donc qui était en dépression. Et mais j'adorerais que qu'on puisse retrouver le témoin. Bah je crois qu'il est disponible sur mon Instagram. Eh ben, on ira voir Ouais. et on pourra regarder ça. Ouais. Mais cette patiente, comment elle venait donc de temps en temps à la boutique pour prendre des cookies En myrtilles ou fait, on lui faisait livrer? non, même pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était à l'hôpital et on a beaucoup de monde du coup qui rend visite à l'hôpital et qui vient Hmm, chercher des à la pâtisseries. pâtisserie pour faire plaisir. Et du coup, quelqu'un lui a offert un cookie myrtille. Et il faut savoir qu'elle adorait la myrtille. Et elle faisait en fait au quotidien ou peut-être par semaine, je sais plus, les choses positives qu'elle a vécues et les choses négatives. Et en fait, à chaque fois, elle blindait le négatif et il y avait très peu de positif. Et quand elle a goûté le cookie myrtille, il faisait partie des choses positives. Et du coup, elle s'est rendue compte, grâce au cookie myrtille, qu'il y avait des choses positives dans sa vie. Et donc, qu'elle avait pris goût à quelque chose ce jour-là. Ouais. Et donc, ça lui a redonné goût à la vie. Ça l'a sorti de la dépression parce que ça faisait partie des choses positives dans sa journée. C'est vraiment extraordinaire. Extraordinaire de ouf. C'est tout, franchement, c'est le meilleur remerciement qu'on peut avoir avec toutes les années passées de travail pour. Franchement, ouais. En fait, quand on fait une pièce montée pour un mariage, on participe à quelque chose d'extraordinaire pour de l'amour. Mais quand on a le sentiment de sortir quelqu'un du fond du trou De euh, quelque chose de négatif et tout et ça. qui part dans quelque chose de positif, Ok. mais je pourrais pas expliquer. Enfin, Ouais, ce que pour ça moi, fait. cette histoire-là, ça y est, je pense que je peux arrêter tout ce que je fais. Ça fait. Ouais, non, Je peux mourir en paix là. ça fait chaud au cœur. Non, non, c'est clair. La vie d'entrepreneur, on a dit que c'était compliqué. Enfin, on sait que c'est pas tous les jours facile parce qu'il y a plein de. En tant qu'entrepreneur, on doit résoudre tous les problèmes de l'entreprise, que ce soit les salariés et tout. Est-ce qu'il y a des moments avec ta sœur où tu t'es dit pourquoi on fait tout ça et est-ce qu'on fait quelque chose de bien, tu vois? Mais tous les jours. Ouais. Tous les jours. Tous les jours, tu te poses la question de pourquoi tu acceptes de gérer autant de problèmes pour si peu, entre guillemets. Je dis si peu parce que tu
donnes quand même presque de ta vie, ton énergie, tout ce que tu as à offrir. Quand je dis pour si peu, c'est pour finalement toujours avoir la routine d'avoir l'impression de solutionner des problèmes. Mm. Oui, Ouais. oui, on se pose cette question toujours. Non, non, mais c'est intéressant parce que bon, moi j'ai échangé avec beaucoup d'entrepreneurs. Je suis moi-même entrepreneur. J'ai monté plusieurs projets. Et c'est vrai que des fois, il y a des soirs où tu peux rentrer chez toi, tu te dis pourquoi je fais tout ça, demain j'y retourne pas. Et en Ouais, fait, le matin tu y retournes, bien évidemment, ouais. mais Mais tous les jours, tu te poses la question. En fait, moi, j'ai adoré la discussion que j'avais eue une fois avec un ami, euh, qui, pour moi, est un exemple de réussite. Hein. Il a une vingtaine d'années de plus que moi et qui me disait, mais si un jour, tu es satisfait, c'est salutaire. Parce que si tu es satisfait en tant qu'entrepreneur de tout ce que tu fais, il faut que tu arrêtes parce que tu as atteint finalement ton objectif final. Et c'est pour ça qu'un entrepreneur n'est jamais satisfait. Il faut savoir être reconnaissant de ce que tu as pu accomplir, mais je pense que si tu es satisfait de tout ce que tu as fait aujourd'hui, faut que tu hmm, arrêtes. L'entrepreneuriat, c'est pas pour toi. Donc c'est pour ça qu'il y a cette faculté-là à toujours se remettre en question quand on est entrepreneur, qui pour moi est géniale, puisque c'est toujours dans la quête de vouloir faire mieux que ce que tu sais faire, ou que ce que tu as fait, ou que ce que tu fais. Et tous les jours, tu te poses la question aussi de est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Parce que des fois, tu vois, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé. La journée, j'ai bossé 16 heures, je suis fatigué, j'arrive même pas à me déshabiller pour pouvoir aller au lit, je suis cuit, tu t'endors sur le canapé, t'as même pas mangé. Les 4 premiers mois de la boutique, moi, j'ai perdu 10 kilos. ouais, J'oubliais de manger. Je suis gourmand, hein, ouais, mais j'oubliais de manger. Et, euh, et le soir, bah, tu reçois un mauvais commentaire euh, pour des choses, mais qui sont ridicules. Une fois, ça m'est arrivé d'avoir un commentaire négatif parce que j'étais en train de filmer et qu'au moment où je filmais, j'ai pas levé la tête pour dire bonjour hmm, et j'aurais dû faire ça. Je dis, mais je comprends, mais je t'ai dit bonjour juste après. En hmm, fait, je termine ma vidéo, je lève la tête et je t'ai dit bonjour. En fait, il y a un intervalle de 2 secondes. Et lui, non, prétendait que il rentre en boutique, je devais dire bonjour. Et je comprends, mais si... En fait, je comprends. Mais si toi aussi, en retour, tu pouvais comprendre que j'ai bossé de dingue, je suis tellement fier de mon travail et je suis tellement content de t'accueillir juste après avoir fini mon travail ouais, c'est qu'en fait, ça. tu pourrais aussi avoir cette reconnaissance-là et partager cette cause-là. Et ou alors, tu vas avoir le client qui va être frustré pour X ou Y raison qui sont injustifiables en vérité et qui va te mettre un mauvais commentaire parce que t'as oublié une serviette, je sais pas, enfin des trucs ridicules, tu Mais vois. avec toute l'énergie qu'on met, je le sais bien, hein, tu vois, par exemple dans la création de podcasts, mais toi dans la pâtisserie, on était avec Mathieu Pérou qui est chef étoilé dans la cuisine, la gastronomie. Euh, Quand on reçoit un mauvais commentaire, ça nous impacte tellement parce que nous, on veut faire les choses bien et on n'est pas là pour insatisfaire les gens. Et Moi, quand je reçois un mauvais commentaire, s'il est justifié, honnêtement, je me dis bah c'est à nous de faire mieux notre travail parce mais que ça je comprends. est-ce que tu peux avoir des demandes de pâtisserie particulières. Enfin, pour certains clients, ils te demandent un gros gâteau Ouais. particulier et tu peux t'organiser pour faire Ah oui ça. oui, bah on en fait beaucoup, ouais. Ok, d'accord. Donc, On en fait si on beaucoup. vient à la pâtisserie, qu'on te dit pour dans une semaine, j'aimerais avoir un gros gâteau différent de ce que tu fais, tu es capable de faire? En général, oui. En Ok. général, on essaye de satisfaire au maximum notre clientèle. Après, il faut pas oublier que nous, on reste des euh, pâtissiers boutique. Hmm, On fait pas des choses avec de la pâte à sucre, ouais, etc. Donc, ok, on fait des entremets, on fait des super entremets, mais on fait pas ok. des gâteaux avec de la pâte à sucre. T'as déjà eu des demandes spéciales ou des commandes inhabituelles Ouais. t'as des idées comme ça? Enfin, t'as des exemples Bah, d'un mais truc? ça arrive très souvent, mais du coup, on essaye vraiment de séduire au maximum, des choses personnalisées, des couleurs personnalisées, je sais pas, un 3 bleu pour les 3 ans parce que c'est la petite sirène, Ok. on en fait, enfin, on essaye vraiment de séduire au maximum. Et quand on peut pas, parce que nous, on fait pas des gâteaux du coup avec de la pâte à sucre, on fait pas, on Hmm, n'ira pas en dehors de notre hmm, identité qui reste pour nous la pâtisserie vraiment française avec des entremets et des goûts très légers. Et il y a des super pâtissiers qui le font très bien, hmm. les cakes avec design, etc. Ouais. Nous, c'est pas notre métier, nous, c'est vraiment pâtisserie, boutique.
Quand tu es invité chez des amis pour manger, c'est toi qui rapportes les pâtisseries? Mais toujours, obligé. C'est le gage. C'est ça. Et tes amis, ils te demandent de ramener les pâtisseries de Ron? Ouais, ça arrive. Ouais, ouais. Bah, je sais même pas s'ils demandent, mais j'ai le réflexe de le faire aussi naturellement, parce que j'adore offrir. Ouais, ok. Donc ça me fait plaisir. Mais d'ailleurs, merci les pâtisseries que tu nous as Bah oui, ramenées. C'est très très sympa. avec plaisir, On va goûter ça speedy. carrément. Euh, Là, j'aimerais parler un peu plus des conseils que tu peux donner à des jeunes, parce que tu as eu une carrière et un chemin que tu as construit toi-même. Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la pâtisserie, ce serait quoi? Si je voulais donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans la pâtisserie, ça serait de surtout faire preuve de résilience, parce que ça peut être très difficile au début quand on commence. Tout simplement parce qu'en fait, on a l'habitude de voir le gâteau fini sur les réseaux sociaux. Ouais. Sauf que la pâtisserie, c'est pas le gâteau fini. La pâtisserie, il y a beaucoup de choses que tu fais que tu n'aimes pas faire. Et ça, des fois, c'est compliqué à comprendre quand tu es jeune. Parce que tu te dis, mais au final, moi, je pensais que j'allais faire que les finitions Ah oui. et rien d'autre. Alors que non. C'est quoi les choses un peu compliquées, un peu chiantes à faire Bah, en fait, déjà, tu as 1 heure de ménage par jour. Ouais. Ça, les gens, ils l'oublient. Parce que tu dois bosser dans des locaux qui sont propres. Tu as les cuissons, tu vas avoir la mise en place, tu vas avoir, quand tu as, je sais pas, les tartes citron à faire, tu vas faire 20 kilos de crémeux citron, tu vas devoir le couler dans un moule, tu vas devoir attendre que ça prenne et le démouler. Mais t'es pas rendu au pochage là encore. Et quand tu dis le truc sympa qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est quand on est avec la poche et qu'on fait Exactement. des petites finitions, que c'est Voilà. trop beau. Et Ça, c'est génial, parce que mais ça, c'est que 1 heure ou 2 dans la Ouais. journée. Tout le reste de la journée, c'est de la mise en place. Il faut faire les fonds de tarte, il faut faire les crémeux, il faut faire les mises en place. Et ça, c'est la première chose, c'est ne pensez pas, enfin, le premier conseil, c'est ne pensez pas que ce que vous voyez sur les réseaux et la finition, c'est la vérité. Et surtout faire preuve de résilience, parce que c'est un métier qui est dur. Il faut se réveiller le matin, il faut travailler le week-end, il faut, avoir la capacité d'accepter que au début de ta carrière, quand tu as 15 ans, tu gagnes beaucoup moins bien ta vie en tant qu'apprenti pâtissier qu'en tant qu'apprenti ébéniste Ouais. peut-être. Et ça demande de la patience, mais cette patience-là, pour moi, elle finit par payer, parce que pour moi, on a le meilleur métier du monde. Ok, super. Mais ouais, beaucoup de résilience, mais comme dans beaucoup de projets entrepreneuriaux, il faut être résilient pour arriver à Ouais. un Graal. Euh, c'est quoi pour toi la qualité essentielle pour un pâtissier? C'est être minutieux, c'est être patient, être La minutie, elle fait forcément partie du lot. Le perfectionnisme, parce qu'il faut, toujours que ce soit parfait. il faut toujours être minutieux. Moi, je pars du principe où on vend quelque chose qui se mange. On se doit d'être très qualitatif et très minutieux. Parce que quand quelqu'un vient chez nous, il veut de la qualité. Et on se doit de répondre à cette qualité-là. Donc il faut de la minutie et de la patience et de la persévérance. Ok. Une troisième boutique à Run un jour? Probablement. Là, tout de suite, dans l'immédiat, c'est pas prévu, mais ça fera Un jour. probablement partie. Ouais, carrément. Et toujours à Nantes ou tu irais sur d'autres villes, tu sais pas? Non, d'abord à Nantes, parce que je pense qu'il il y a encore beaucoup d'espace à Nantes et que je, je reçois beaucoup de clients qui me disent bah, on aimerait bien être plus proche de chez vous, on met du temps à venir, Hmm. etc. Et je pense qu'on pourrait répondre à une cause nantaise plus grosse. Mon objectif, c'est pas d'aller par contre dans l'industrialisation, puisque pour moi, les qualités artisanales, elles sont très importantes, où on reste très qualitatif et un commerce de proximité. Pour moi, ça, c'est important. À force d'ouvrir plusieurs boutiques aussi, à un bout d'un moment, tu pourras pas toujours faire les pâtisseries. D'ailleurs, tu as des pâtissiers. Mais j'ai entendu dire aussi que tu aimais beaucoup transmettre ton savoir. Mm. C'est quelque chose qui est important pour toi. Très important. Est-ce que tu donnes des cours? Est-ce que tu interviens dans certains événements pour transmettre ce que tu connais, apprendre aux gens, à des apprentis? Ouais, bah déjà par l'initiative d'accepter de plus en plus ce genre d'interview, parce que je pense que je pourrais sensibiliser aussi euh, les jeunes qui veulent faire ce métier et ceux qui sont aussi issus de milieux sociaux défavorisés, comme moi je l'étais, Hmm. parce que je pense que ça peut encourager. Et du coup, aujourd'hui, j'interviens de plus en plus dans des écoles ou dans des endroits où je peux parler de ça et sensibiliser à soit l'entrepreneuriat, pour ceux qui veulent être sensibilisés à l'entrepreneuriat, soit pour sensibiliser à faire quelque chose de sain dans sa vie, etc. Puisque c'est important pour moi, parce que on, on,
on peut avoir parfois, quand on vient d'un quartier, le sentiment d'être mis à l'écart. Et ce sentiment-là, il te met encore plus à l'écart. Alors qu'en fait, Mm. c'est à toi juste d'aller chercher ces choses-là. Ça, j'en parle de plus en plus. Je me déplace aussi parfois dans des écoles, dans des quartiers. Mm. Et ça me plaît parce que j'adore les jeunes. Moi, j'adore l'humain. Ok. J'adore l'humain. Et t'as déjà embauché peut-être des jeunes de quartier où ils avaient du mal à s'insérer dans la société et tu les as aidés à leur redonner goût au travail? Run, c'est simple, c'est si tu partages les valeurs de l'entreprise, si tu partages ce côté-là aussi de quelqu'un qui en veut, de courir après ses rêves et qu'un jour ils se fatigueront, tu seras embauché. Ok. Si on a Donc, besoin, tu seras donc embauché. s'il y en a qui veulent bosser, ils viennent te voir à la boutique et ils montent leur Bah, motivation. oui, bien sûr, si on a besoin. Oui, bien sûr. Non, On non, n'est mais, pas une multinationale, on n'a pas 30 000 non, salariés, non. mais oui, Mais quand en on a tout de la cas, place, oui. il y a toujours des gens qui partent et qui arrivent et qui, enfin voilà, et qui, Ah bah oui, carrément. donc tu auras des besoins systématiquement. Bien sûr. Et donc tu recrutes des apprentis pâtissiers Ah oui, oui, oui. On qui en sont a à trois l'école en même actuellement. temps et tu les formes sur... Ouais, carrément. Là, actuellement, on en a trois. Trois superbes, que des filles, d'ailleurs. Ok, Que, que des filles. Bah, ça dépend hein, des années. Hein. ouais, bien sûr. Et du coup, donc top, ouais, ça se passe très très bien. J'allais te poser une des dernières questions, mais comment tu restes motivé après tant de temps dans la pâtisserie, mais en fait, pour toi, la pâtisserie, c'est ta vie, c'est... Bah, en fait, la pâtisserie, ça se développe aujourd'hui tout le temps. Il n'y a jamais de moment où tout est acquis, parce que tu peux toujours développer, tu peux toujours faire des nouveautés. Et moi, ce que j'adore, c'est que on a un métier qui est pour moi extraordinaire. C'est le meilleur métier du monde. On nous remercie pour ce qu'on fait. Je t'apporte des gâteaux, tu viens de me remercier, alors que je fais juste mon métier. Hmm. Mon métier, c'est de faire des gâteaux, je t'en ramène, tu me remercies. C'est extraordinaire. Tu remercies pas souvent ceux qui exercent leur métier au Ouais, quotidien. les maçons, Ouais. Enfin, limite, tu te prends la tête avec le maçon parce que tu veux toujours que ce soit moins cher. Le combat du maçon, c'est de faire. Enfin, tu vois, c'est trop dommage. Nous, on nous remercie tout le temps. On a trop de chance. Enfin, Ok. pour moi, c'est extraordinaire. C'est quoi le gâteau ou la pâtisserie préférée d'Effet? Moi, ça varie en fonction des saisons. Ok. S'il y en a Euh, un que tu mangerais, si on te disait tu peux manger qu'une pâtisserie dans toute ta vie, tout le le temps, flan. le Le flan à la flan, du vanille. coup, ouais. Je me suis fait avoir par son engouement médiatique. Ok, il faudrait que je vienne le goûter. Je l'ai pas goûté encore, j'ai Ah, pris le Paris-Brest, mais je vais venir le incroyable. goûter pour tester ça Avec à plaisir. Saint-Quentin-Otage ou à Saint-Jacques. Et dans ton enfance, quel type de pâtisserie tu mangeais? Est-ce que tu allais en boulangerie? Est-ce que tu allais ailleurs? Mais ça va te surprendre, parce que c'est l'ironie du sort. Des fois, j'ai même honte de le dire. De temps en temps, je vais et je prends une tarte aux framboises, l'indémodable, elle est peut-être présente depuis Ouais, 20 ou 30 ans. à Leclerc. Il y a des framboises, il y a du nappage dessus. Ils ont un rayon qui est très pâtissier et ils ont l'ancien rayon qui est un peu plus industriel et ils s'en cachent pas, hein, les deux sont Hmm. séparés. Et des fois, moi, je prends dans la partie industrielle parce que en fait, le souvenir d'enfance, c'est ça. C'est cette tarte-là aux framboises qu'on attendait, qu'on mangeait. Le fond de tarte, il était ultra mou et t'adorais ça avec la chantilly Ouais. ou la framboise, elle a décongelé, elle a déteint sur la chantilly. Et nous, on adore ça. Avec Julie Day, on se fait ce festin-là, c'est notre plaisir. Et c'est ça le souvenir d'enfance, c'est quand ça te connecte à des émotions d'enfance, d'enthousiasme. Et c'est pour ça que nous, notre pâtisserie, elle est très simple parce que elle est très identifiable. C'est-à-dire que on fait rarement des mélanges extrascolaires. Ok. On va avoir des mélanges très simples. Ça va être la tarte au citron meringuée extra qualitative, le Paris-Brest extra Hmm. qualitatif, qui puissent te connecter à des souvenirs d'enfance. Aujourd'hui, on se fait plaisir pour les palais qui veulent des choses un petit peu plus revisitées. Et on va, enfin, tu vois, récemment, on a fait, enfin, là, pour la Saint-Valentin, on a fait un dessert mandarine yuzu, sésame noir. C'est extra scolaire, ça n'a rien à voir, mais c'est pour se faire plaisir aussi en tant que pâtissier et pour donner un plaisir aux clients qui veulent des choses revisitées. Mais sinon, nous, notre identité, c'est les choses simples, ultra quali, pour des bons souvenirs d'enfance. Ok, super. Et t'es gourmand en règle générale ou tu manges de la pâtisserie régulièrement ou... Je fais beaucoup de sport, donc j'essaye de faire très attention, mais j'adore les gâteaux. Parce Oui, que, oui. parce que enfin, la pâtisserie, si on en mange trop, c'est quand même, il y a quand même du sucre. Le sport, pour moi, c'est très important, donc forcément, dans notre identité sur nos gâteaux, on a tendance à sucrer à 30% de moins que nos concurrents, nos confrères, parce que
il faut avoir le moins de calories possible chez un gâteau run. Ok, Comme ça, tu peux en manger 2. super. Bah, merci Effet en tout cas d'avoir partagé toute ta passion autour de la pâtisserie. Merci à toi pour l'accueil. C'était super cool. Franchement, j'ai Ouais. découvert plein de choses. Je vais retourner goûter le flan là très prochainement. Carrément. N'hésitez pas à retrouver tous les réseaux sociaux de Effet dans la description YouTube, Spotify, Apple Podcast et Deezer. On mettra son Instagram, son TikTok. Vous pourrez retrouver ses recettes. Toutes ses boutiques, aussi l'adresse de ses boutiques, on le mettra dans la description. Je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était Effet Nour dans Parlons peu, parlons passion. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouveau passionné. Ciao!